Et vous, Pascal Blanchard, je pense que vous avez une conception un peu différente de cette histoire. On a toujours l'impression que c'est un passé qui ne passe pas, mais en même temps, les cas de figure sont très différents. Est-ce qu'on peut parler d'une typologie des jeunes en général par rapport à cette histoire-là? Et la question de l'enseignement de la colonisation, c'est un sujet qui est tout à fait central aussi dans notre perception et dans la perception que vous savez aussi dans votre livre. Oui, j'ouvrirais le spectre que vient de faire M. Lacoste, que je partage dans les grandes lignes, à l'ensemble de la société française. Je veux dire qu'on peut, en termes de générationnel, moi je suis une génération par exemple, si personnellement dans mes études classiques, africanistes, j'étais pas allé à faire une thèse sur l'histoire coloniale, c'est parce que m'aurait enseigné l'école, qui m'aurait donné, alors qui n'a rien à voir avec l'immigration algérienne, rien à voir avec l'immigration africaine, qui m'aurait donné un background pour comprendre ma société, mon présent à l'aune du passé. Le constat qui vient d'être fait, je pense que pour un jeune Algérien se poser la question de son devenir, de sa présence, de son identité, et de pourquoi il est ici à l'aune du voyage de ses aînés, est à peu près la même pour mon fils par exemple. Si je ne lui explique pas de manière assez complexe ce qu'est l'histoire coloniale, il n'a pas les outils de compréhension de nos 4 siècles d'outre-mer et 1 siècle d'histoire coloniale contemporaine et des indépendances pour le comprendre. On vit une société qui a une difficulté, on n'est pas la seule. Je pense qu'un jeune japonais est à peu près dans la même situation qu'un jeune français. S'il veut comprendre ce qu'a été l'histoire impériale japonaise, un jeune français a la même difficulté, absence de musée. En même temps, ça change. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on voit bien que ces questions arrivent. D'abord, on en parle de plus en plus. Les médias, maintenant, on parle à l'instant d'un documentaire qui passe actuellement sur la chaîne Histoire. Il y en a. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas beaucoup de documentaires sur ces questions. En même temps, il ne faudrait pas se voiler non plus. Il y a des mutations selon parce qu'il y a une demande sociale. Et cette demande sociale, elle peut autant émaner des jeunes qui cherchent à connaître leur histoire, cette fois-ci familiale, comme de jeunes qui ne sont, ou d'adultes, pas du tout liés à cette histoire, mais qui simplement comprennent que ça fait partie de l'histoire de France. Et ce qui est en train de se jouer en ce moment, et c'est là où je pense que la question postcoloniale est intéressante, parce que la question postcoloniale, c'est pas simplement de regarder ce qui s'est passé après les colonies. Le mot a peut-être été inventé il y a une 25-30 ans, à la fois dans le monde américain, des French Studies ou des Cultural Studies, ou en Inde, ou en Afrique, mais la notion postcoloniale est aussi vieille que le temps des colonies. C'est-à-dire que le postcolonial, c'est le temps colonial, le temps après les colonies. C'est l'analyse de cette globalité-là qui nous permet justement de comprendre des situations, comme vient d'expliquer, d'une complexité réelle, M. Lacoste. C'est-à-dire que c'est compliqué d'expliquer cette situation. Même sûr. Mais je donne un exemple contraire, exactement le même, mais en regardant le cheminement inverse. Les Français n'ont rien compris de l'arrivée des immigrations algériennes dans les années 60 au lendemain de la guerre. C'était incompréhensible. Ils viennent de nous combattre, ils viennent de nous vaincre, ils viennent de nous mettre dehors, ils viennent vivre chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est que ces questions-là ont besoin d'une grille de lecture, de compréhension qui va au-delà de la simple histoire coloniale. Pour faire un exemple très simple, vous ne comprenez pas la crise économique en France, par exemple, dans les années 29-33, si vous n'intégrez pas la dimension impériale, et notamment ses résonances différentes d'ailleurs. Vous ne comprenez pas les tramaisons de l'idée républicaine si vous n'analysez pas simplement à l'aune de l'histoire coloniale, l'exposition de 31, qui est autant intéressante à analyser pour l'histoire coloniale qu'elle est intéressante pour analyser sur l'histoire de la République. Vous ne comprenez rien, par exemple, de notre rapport à l'altérité et à ce qui fait débat au sein de la République, un modèle très particulier en termes d'égalité, valeurs humanistes, mission civilisatrice, donc tout le débat qui traverse le XXe siècle, notamment... Et toutes les contradictions de la République par rapport à ça. Mais elle-même une invention propre à la France, l'intégration. On est le seul pays qui propose ce modèle dit d'intégration, qui est donc un modèle unique au monde, là. Et vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne le regardez pas à l'aune d'une longue histoire, car il s'explique justement par cette longue histoire. Donc voilà où je pense qu'une grille de lecture, qui ne se limite pas simplement à faire de l'histoire coloniale pour ce qu'elle a produit, mais aussi qui traverse ce cheminement permanent, regardez le monde, regardez les relations en France, les résonances, on va dire, regardez ce qui s'est passé aux Outre-mer, et regardez l'héritage, non pas la reproduction, c'est là où je m'oppose à les jeunes de la République sur la reproduction, l'identique d'aujourd'hui, mais les héritages, les legs, les continuums, les systèmes, pourrait-on dire, permet d'arriver à comprendre des choses qui sont intimement complexes. Et comme ceci se superpose, on va dire, à une assez longue période d'inaudibilité, de difficulté à parler de ces questions, de relatif silence. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais au centre de recherche africaine. Est-ce que c'est un sujet tabou, Non, c'est plus compliqué que tabou. On a tourné, je pense, la page d'une manière assez évidente dans les années 60, assez simplement. Le temps des colonies était terminé, et cette page, à peu près, pendant une trentaine d'années, est restée fermée. Et puis la question algérienne l'a ramenée au début des années 90 dans le débat national. D'abord avec la torture et l'héritage de la guerre d'Algérie. Et puis la présence de jeunes issus des mondes coloniaux, voire de nos outre-mer, les périphéries toujours oubliées. Ah, rappelez-vous ce qui s'est passé début 2009, cette île de résonance. Et puis,
aussi, je pense, une génération d'intellectuels et de chercheurs qui n'est pas liée du tout à cette histoire. Moi, personnellement, je suis né après les indépendances, j'ai aucun rapport avec cette histoire, ma famille est pas pied noir, mes parents sont pas harkis, j'ai pas épousé une antillaise, j'ai aucune raison, je ne suis pas allé peut-être à Bretigny-sur-Orge dans les quartiers, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de dire ça. Je suis arrivé à la fac, l'histoire coloniale m'a fasciné, mon prof, qui était Jean Devis, m'a initié à ces questions, je suis arrivé à ces questions sans aucune raison personnelle. Aucune. C'est de l'histoire classiquement française pour moi. Donc cette génération de chercheurs qu'est la mienne n'appréhende pas du tout à l'aune des mêmes mécanismes que les générations précédentes, parce qu'on ne la regarde pas déjà à l'aune de la même chose, et que la grille de lecture postcoloniale qui nous oblige à regarder l'Inde, l'Afrique du Sud, le Japon impérial, la situation en Indochine, mais comme également la situation américaine à Porto Rico ou à Hawaï, nous permet de lire non plus simplement à l'aune des relations bilatérales France-Afrique, ce qui s'est passé, mais à l'aune d'une histoire globale, parce que l'histoire de la colonisation n'est pas une histoire française, c'est une histoire mondiale. Vous avez dit tout à l'heure avec Bernard Droz qui fait une histoire comparative aussi, mais vous vouliez répondre. Juste, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec Pascal Blanchard, hein, et que dans le livre que j'ai fait, il y a une première partie qui est l'aspect postcolonial centré sur ces problèmes de banlieue, bon, et puis montrer que pour expliquer ce qui s'est passé, il faut remonter beaucoup plus loin, et au lieu de remonter au début des conquêtes coloniales... Vous remontez à la découverte de l'Amérique aussi. Bien, oui, mais d'abord, je me suis dit, il faut, pour faire comprendre des choses de plus près, aborder la complexité des luttes pour l'indépendance. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est les conquêtes coloniales, et à partir du XVIe siècle, hein, mais évidemment en privilégiant davantage ce qui concerne le Vietnam, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique tropicale. Et à propos de l'Afrique tropicale, il y a la question du regard tout à fait importante, essentielle. On peut aborder cette question-là aujourd'hui de pas mal de façons différentes, mais vous avez commencé votre livre, c'est tout à fait important parce qu'on avait déjà fait d'autres rencontres par l'exposition de 1931. Pourquoi cette exposition-là est si importante dans les regards que nous pouvions porter par rapport à ces colonies? Elle est importante d'abord parce que c'est le seul exemple d'exposition coloniale. Les expositions universelles qui sont venues avant ou après avaient des sections coloniales, mais celle de 31 est à vocation coloniale et d'ailleurs internationale. C'était une sorte d'exposition qui devait faire conjuguer tous les éléments civilisateurs dans un idéal de paix, de progrès de toutes les nations impérialistes. Elle est importante aussi parce qu'elle se produit en 1931 sous l'égide du maréchal Lyautey, donc avec toutes les dimensions mythiques que lui assigne Lyautey. Et des propagandes aussi, parce qu'il y a de très puissants moyens de propagande, mais au moment où la France entre dans la crise. Et elle est à la fois donc une survalorisation de l'œuvre accomplie, dans un décor qu'on peut qualifier d'un peu de carton-pâte, mais enfin qui a quand même le mérite d'un certain grandiose. Mais en même temps, elle traduit une certaine inquiétude d'un pays qui entre dans la crise économique, connaît une langueur démographique, amorce une dégradation des relations internationales, des compétiteurs comme l'Italie, comme l'Allemagne, peut-être le Japon à l'Extrême-Orient. Tout cela traduit une certaine inquiétude et l'Empire apparaît comme un recours possible. Voilà, il me semble deux ou trois volets qui font de cette exposition quelque chose de focal. Et puis aussi le message de civilisateur donc, va, semble-t-il, indurer l'opinion politique, l'opinion publique française, adulte, celle qui a en gros 30-40 ans et qui aura 50-60 ans dans les décennies suivantes, dans une sorte d'attachement sentimental à l'Empire et à la pérennité de l'Empire français, quelles que soient ses appellations ultérieures. Et je crois que si l'opinion publique française a été si rétive à la décolonisation, c'est en partie seulement, parce qu'il y a eu l'épisode de la guerre, Vichy, la France libre, aussi toute une exaltation de la contribution impériale à la victoire. Et pardonnez-moi, c'est tout à fait. Vous pouvez nous expliquer ça, c'est tout à fait. Laquelle ? Les deux. Oui. Alors, dans la première photo date de Vichy, c'est Vichy.
elle montre un drapeau, bleu, blanc, rouge, hein, et donc 3 couleurs, la race noire, la race blanche, la race jaune, les Arabes étant des blancs, mais un drapeau, donc un empire. Ça c'est 3 dans 1. Donc c'est le côté insécable de l'empire colonial. La deuxième, on voit que la hampe a été brisée, c'est une affiche de Collin qui est très belle, de Paul Collin, qui est un des grands affichistes des années 40-50. La cassure du bâton enfin, traduit donc le fait que l'Empire a été un moment dissocié, tiraillé entre Vichy et la France libre, mais qu'en 1944-45, je crois que c'était 45, eh bien, ces 3 mêmes bras de couleurs différentes vont ressouder ce drapeau dans la même vocation, donc unificatrice. Donc pour tous les membres de l'Empire, ce que vous dites, c'était quelque chose de fondamental. Ah ben la libération, communiste compris, tout le monde est pour l'Empire. On dit Union française, mais en fait c'est encore l'Empire. Et si on avait dit aux Français que dans 15 ans, ils auraient tout perdu ou à peu près, ils seraient tombés des nues.